On termine donc avec Olivier Weinstock. Salut Olivier, Bonjour Stéphane. Directeur associé à Gilles Bayer. Et donc c'est le baromètre annuel des acheteurs qui fait autorité d'ailleurs avec le Conseil national des achats. Tout à fait. Et un certain nombre donc, de choses très très intéressantes. J'ai appelé pénurie, relocalisation. Alors, les deux étant liés d'ailleurs. Tout à fait. C'est ça. C'est parce que... Non, allons-y parce que c'est le chiffre le plus spectaculaire quand même. 47% des directions achats vont tenter de relocaliser leurs achats, dont 65% des directions de l'automobile. Ah bah oui, ils ont quelques petits soucis en ce moment. C'est un phénomène, il y a une conséquence. Là, il y a des pénuries, d'accord ? Il y a des pénuries qui sont fortes et l'étude montre qu'effectivement, 2 entreprises sur 3 ont subi et vont subir des pénuries. Ouais. C'est majeur. Mais c'est vrai que quand tu poses la question sur les relocalisations, on nous a tellement dit qu'on allait relocaliser, il y avait du volontarisme mou, mais en fait, personne n'avait une volonté. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas le choix, il n'y a plus le choix. Qu'est-ce qui se passe ? D'un côté, il y a des fournisseurs qui ne livrent pas, il y a des pénuries. De l'autre côté, si on a de la chance d'avoir des fournisseurs qui livrent, ces fournisseurs qui livrent, eh ben, il y a l'attente des containers dans les ports. Donc, il y a des produits qui ne sont plus livrés. Donc, il faut trouver des fournisseurs. Et donc, on va les trouver plus près. Alors, en France, en Europe, s'ils existent, mais en tout cas, on va trouver plus près. Juste un mot sur les pénuries, et on va voir d'ailleurs le graphe qui en atteste, qui sort de ton étude. Elles ont pris sur leur marge, les entreprises. Très Effectivement, clairement. voilà, très clairement. Donc les meilleures choses auront une fin à un moment, donc elles avaient pas mal de trésors pour pouvoir le faire, mais c'est sûr qu'il va y avoir répercussion sur les prix. C'est-à-dire, ce qu'a annoncé Ikea, par exemple, C'est ça. voilà, le plus 9% d'Ikea, c'est le début d'une vague qui est inévitable, Olivier. Et effectivement, Ikea a annoncé qu'ils allaient augmenter les prix, qu'ils ont encaissé, mais les prix augmentent. Mais c'est faramineux dans tous les domaines. Par exemple, le prix du beurre a pris 26% dans les 3 derniers mois. Enfin, tous les indices montrent que tout est en train de prendre. L'énergie a pris à peu près 25%. Packaging, tu dis dans ton étude là, le packaging, grosse tension sur le packaging. Oui, parce que le packaging, il vient en partie du bois. Ouais. Il y a des grosses tensions sur le bois aussi. Et ça touche tout. Le bois, ça peut être des produits des beaux produits comme le packaging, mais ça peut être la palette en bois. Il y a des clients aujourd'hui qui ont des problèmes parce qu'il manque de palettes en bois. C'est juste étonnant. Donc, 47% des directions achats vont tenter de relocaliser. Et alors, donc on va voir aussi quelques petits éléments, notamment le Made in France dans les critères d'attribution. Et alors, oui, celui qui m'a le plus surpris, c'est qu'en fait, il n'y a pas tant de contraintes que ça sur le Made in France. Si on peut nous mettre... Alors, donc vous voyez celui-là, considérez-vous le Made in France dans vos critères d'attribution, donc vous voyez bien l'évolution. Et puis celui d'après, surtout, Là, on est en train de dire que de plus en plus, voilà. le Made in France est un critère d'attribution de business. Et alors, regardez celui-là. Alors, il est un peu complexe à voir sur l'écran, donc faites-moi confiance. En 2 secondes, on dit que la plus grosse contrainte pour acheter Made in France, c'est que les produits ne se trouvent plus en France. Voilà. Et c'est à 30%, alors que la contrainte de prix, c'est moins de la moitié. On disait, oh, le Made in France, c'est cher. Non, c'est surtout qu'on ne trouve plus les produits. Il y a des pans entiers. Oui, mais avez-vous des contraintes pour acheter d'une Made in France ? Tu as quand même, aujourd'hui, 48% des entreprises qui te disent non, en fait. Effectivement. Je trouve tout ce dont j'ai besoin en France. Oui, on est à 50%, une entreprise sur 2. Tout à fait. Une entreprise sur 2. C'est ça. Ah ben, jamais j'aurais imaginé ça. Ah, effectivement, ce Je sera pas en pensais que c'était beaucoup électronique. plus important. Mais... Oui, ce ne sera pas en électronique. Alors après ça, l'idée, c'est que, comme disait ma grand-mère, les entreprises vont mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, c'est une double source la plupart du temps. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas acheter 100% en France ou en Europe. Cependant, elles vont être dans une logique où elles vont de plus en plus s'intéresser à des fournisseurs locaux ou européens. Et alors, tu le dis très bien, c'est le coût du carbone, en fait, qui rebat aussi. Il y a d'un côté les pénuries, de l'autre côté, c'est le coût du carbone qui rebat les cartes des relocalisations. Alors, le coût du carbone et les nouvelles réglementations, les nouvelles notations extra-financières qui prennent beaucoup l'empreinte carbone. Exactement. Voilà. Et effectivement, il y a une volonté sur l'empreinte carbone. Quand on parle développement durable, quand on parle RSE, les entreprises y vont beaucoup sur l'empreinte carbone. Et c'est un gros sujet. Et par contre, elles ont du mal à complètement juger de leur empreinte carbone, à être complètement rationnelles sur à quel niveau est leur empreinte carbone. Elles n'ont pas du mal. Alors là aussi, les chiffres, moi je les ai, tes chiffres, ils sont sidérants. Oui. Sachant que 44% de ton panel, c'est des entreprises de plus de 5000 salariés, grandes entreprises. 75% des directions achats ne connaissent pas l'empreinte carbone de leurs achats. 77% ne mesurent pas l'empreinte carbone de leurs fournisseurs. 40% des entreprises n'ont pas d'objectif en matière de réduction d'émissions.
Je suis tombé de ma chaise, Olivier, devant Alors ça. effectivement, c'est plutôt les grosses entreprises qui y vont, et dans une logique assez étonnante où elles y vont plutôt, mais Mais elles en y fait, vont pas, là. 75% des directions achats ne connaissent pas l'empreinte carbone de c'est leur deux choses achat. différentes. C'est pas parce que tu connais pas ton poids que tu n'es pas au régime. Et en fait, c'est ça la contrainte. C'est qu'en fait, il y en a 2 sur 3 qui ont une action sur l'empreinte carbone, mais il n'y en a qu'une sur 4 qui connaît précisément son empreinte carbone. Et c'est assez étonnant. Beaucoup avancent. Elles ont la démarche parce qu'elles sont obligées d'y aller, parce qu'il y a des notations extra financières, mais connaître réellement son empreinte carbone, c'est très compliqué, parce qu'il faut connaître les fournisseurs des fournisseurs. Donc c'est en train de se mettre en place. C'est une démarche, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils y aillent. Mais voilà, comme je disais, c'est comme si tu faisais un régime sans te peser. Ça marche pas. Je peux te le dire, je m'y connais beaucoup plus en régime que qu'en empreinte carbone. Non, mais tu ne peux améliorer que ce que tu mesures. On est Enfin, c'est- d'accord. On est d'accord. Mais en tout cas, la démarche aujourd'hui, elle est comme ça. Elle est de dire qu'ils vont vers la réduction de l'empreinte carbone, mais ils ont du mal à tout mesurer. Mais c'est tellement compliqué de mesurer l'empreinte carbone. Oui, enfin, on peut dire que c'est tellement compliqué. En même temps, c'est pas si compliqué que ça. Mais encore, tiens, tenez d'ailleurs, allez voir sur les podcasts, les replays de Bismart. On a fait une émission passionnante avec 3 grands directeurs RSE, Elis, l'économie circulaire, Bouygues. On présente pas Bouygues, Interaction sur les data centers. On ne parle que de ça. Qu'est-ce qu'on mesure, comment on le mesure, à qui se fier, etc. Mais enfin, c'est quand même un choc de réel pour moi. 77% ne mesurent pas l'empreinte carbone de leurs fournisseurs. Je ne pensais pas que c'était aussi important, Olivier. Voilà. Bah, C'est un c'est des quelque grands chose- mérites de ton panel annuel, d'ailleurs. C'est ça. C'est ce qui est en train de bouger. En ce moment, on est en train de voir qu'effectivement, ce sujet va évoluer, mais il a encore un niveau faible sur la mesure. Mais il y a une volonté d'aller sur le sujet, mais il n'y a pas le choix. Réduction de coûts reste quand même prioritaire. Alors, Objectif premier des directions achats. Alors, il y a 2 façons de regarder le verre, à moitié plein, à moitié vide, mais je dirais plutôt que depuis 15 ans, c'est le chiffre le plus bas qu'on ait jamais enregistré. C'est vrai. Alors, évidemment, on pourrait dire que de toute façon, ils sont tellement focalisés aujourd'hui dans le fait d'être livrés que l'objectif de réduction de coûts, évidemment, il est moins important. Mais il n'a jamais été aussi faible, l'objectif de réduction de coûts. On veut être livré, on veut avoir des produits innovants, on veut aider à améliorer le chiffre d'affaires, mais dans certains cas, effectivement, la réduction de coûts est un sujet. 55%. Donc l'objectif premier des achats sera-t-il la réduction de coûts? Oui, à 55%. Mais c'est vrai que sur les années 2016-2017, on était à plus de 80%. C'est ça, Voilà. c'est ça. Donc il y a une mutation de la fonction qui se professionnalise et qui regarde d'autres critères que les coûts. Il n'y a pas de honte à ce que les acheteurs veuillent réduire les coûts comme les vendeurs veuillent augmenter leurs marges. C'est 2 logiques qui se font face depuis le début du commerce. Ouais, mais c'est super intéressant parce que, comme tu le disais, ça veut dire que donc pour 45% aujourd'hui des entreprises, et encore une fois, tu as beaucoup de grandes entreprises dans ton panel, c'est plutôt l'innovation, la qualité, la RSE, etc. qui vont venir en avant. Alors ça fait, c'est toujours la question, mais en ce moment, de toutes les fonctions, j'entends ça avec la fonction finance, j'entends ça avec la RH, on est maintenant devenu plus stratégique. Voilà. On est, ça y est, on est au board, on est au COMEX, on est rattaché à la DG, etc. C'est quoi la réalité des choses, Olivier? Ça aurait été difficile que la fonction achat ne prenne pas en stratégie, puisque vu le nombre de crises qu'il y a eu sur les 2-3 dernières années, entre la crise du Covid, où on manquait de certains produits vitaux pour vivre, alors que maintenant il y a des crises de pénurie, heureusement. Mais après ça, il faut dire que, par exemple, dans l'électronique, aujourd'hui, l'automobile paye les erreurs stratégiques du passé. Juste, je m'arrête 20 secondes là-dessus. Je t'en prie. Quand on se rend compte, l'erreur qui a été faite par tous les constructeurs automobiles, il y avait 7 fournisseurs d'électronique. Il y en a un d'entre eux, qui avait 70% du marché de l'électronique. Mais pour lui, le marché automobile représentait 10%. Les constructeurs ont été complètement aveugles pour ne pas se rendre compte de la situation à risque dans laquelle ils étaient. C'était SMC en l'occurrence. C'était tout à fait. Mais évidemment que ça allait leur arriver. Et alors, c'est pas comme si c'était jamais arrivé. On sait très bien qu'en 96, 97, et pourtant il y avait. J'avais pas cette proportion en tête, Olivier, que tu viens de me donner là. C'est ça. C'est À lui tout seul, il représente 70% du marché de l'automobile, C'est ça. mais l'automobile ne représente que 10% de son marché, donc il n'en a pas fait une priorité. Voilà. Alors quand il y a eu, évidemment, on connaît le principe, l'augmentation de la demande, la reprise Non, de tout PC. à fait. Évidemment que c'est arrivé. Donc, pour aller à ton lien, mais évidemment qu'il faut avoir plus de stratégie dans la stratégie, enfin, être plus stratégique dans les achats. C'est un très bon exemple. Cette erreur ne devrait pas être refaite. Anticiper les risques et pas avoir justement cette course uniquement au coût.
si tu anticipes les risques, eh ben, tu gères mieux les risques et les coûts globaux. Bon, ils ont gagné. Non, on n'a pas le temps, mais c'est vrai qu'aussi, c'est une profession qui se digitalise. Hein. Tu as une dernière partie très intéressante. Beaucoup plus de collaboration, voilà. digitalisation, beaucoup plus de proximité. Et d'ailleurs, tu vois que les outils digitaux ne sont pas là pour réduire les coûts, pour négocier, mais pour s'améliorer dans la façon de travailler en collaboration, soit avec l'interne, soit avec l'externe. Mais juste d'un mot, ça aussi, c'est une transformation profonde, en fait. On sort des relations privilégiées, coin de table, etc. On rentre quand même dans une industrialisation ou une modernisation profonde, aujourd'hui, des relations d'achat. Oui, très des clairement, relations fournisseurs. on est beaucoup plus pro, avec des outils beaucoup plus pro, et on enlève tout ce qui va être hors de la valeur ajoutée, parce que les outils digitaux aident à enlever les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Olivier Weinstock, donc, et le baromètre Agile Buyer, il est consultable qu'on retrouve sur notre site web dès maintenant. Parfait. Merci Stéphane. Merci Olivier, puis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Ou peut-être avant d'ailleurs, hein, pour parler de ce monde passionnant des achats. Les amis, c'est Bismart. Demain donc, à nouveau des interviews. On se retrouve demain.